À la une de l'actualité ce soir, le Burkina Faso et le Bénin s'occupent de leur coopération. Le président Patrice Talon vient d'achever une brève visite à Ouagadougou. Avec Roch-Marc Christian Kaboré, ils ont exprimé leur convergence de vues sur la nécessité de mettre en œuvre de grands projets intégrateurs. Les détails à suivre dans cette édition. Dans cette édition, la dengue est de retour au Burkina. Les formations sanitaires de la ville de Ouagadougou, par exemple, reçoivent quotidiennement de nombreux malades de la dengue. La situation est jugée inquiétante par certains observateurs. Mais peut-on parler d'épidémie? Comment les centres de santé s'y prennent pour ne pas être débordés? On en parle avec le docteur Brice Bikaba, directeur général de la lutte contre la maladie au ministère de la Santé. Bonsoir. Et merci de venir nous donner des éclairages. Et dans ce journal, plus de 2 millions de Libériens votent ce mardi pour trouver un successeur à Ellen Johnson Sirleaf. 20 candidats sont en lice pour cette élection présidentielle devant enraciner la démocratie dans un pays qui a tant souffert de la guerre civile et des épidémies. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Le Bénin et le Burkina Faso pour la dynamisation de leurs relations. Les deux chefs d'État des deux pays étaient face à la presse ce mardi pour évoquer des sujets d'intérêt pour les deux pays. Ils ont évoqué d'abord des dossiers comme celui du parc W Darli et de Pendiari, mais aussi des dossiers concernant l'UEMOA et des questions internationales. Le président béninois est à Ouagadougou dans le cadre d'une visite d'amitié et de coopération. Le point avec Roger Kam et Frédéric Etienne Bassenga. Les présidents Kaboré et Talon mettent dans la main pour une sous-région qui gagne. Voilà le message renvoyé ce matin à Kosiam par les deux chefs d'État. Des visions qui se rejoignent, une volonté d'amener leurs deux États vers l'émergence. Ce sont là les raisons qui amènent Patrice Talon à Ouagadougou. J'ai choisi de faire cette visite ici parce que nous sommes dans un élan de renforcement de l'intégration, aussi bien au niveau de la CEDEAO et surtout au niveau de l'UEMOA. Les convergences de points de vue et nos économies complémentaires sont les raisons qui fondent ma détermination à faire mon aîné président Kaboré mon premier et principal partenaire dans la promotion des idées et des stratégies que nous voulons mettre ensemble dans la sous-région pour renforcer la coopération et l'intégration au sein de l'UEMOA. Le président du Faso confirme la convergence des points de vue, mais va plus loin. Il faut une rencontre très prochainement de la commission mixte entre les deux États. Nous avons vu cette nécessité de revigorer ce cadre entre nos deux pays et je peux vous assurer que nous ferons en sorte qu'elle se tienne régulièrement. C'est de notre intérêt, c'est de l'intérêt de nos peuples et c'est de l'intérêt également du renforcement de la coopération entre nos deux pays. Et nous avons donné des instructions pour que la commission mixte, avant la fin de cette année, puisse se réunir pour réexaminer un peu plus en détail l'ensemble de ces questions et nous permettre effectivement, avec, je dirais, nos pairs de la sous-région, de pouvoir avancer sur un certain nombre de dossiers. Justement, ces questions ont fait l'objet d'un communiqué final. En plus de la dynamisation des relations, les deux chefs d'État se sont entretenus sur le contentieux frontalier et la protection des parcs que les deux pays ont en commun. Évoquant le contentieux juridique frontalier entre les deux pays, les deux chefs d'État ont convenu de faire respecter les termes du communiqué conjoint du 19 mai 2009, ainsi que les dispositions du compromis de saisine de la Cour internationale de justice, signé le 7 septembre 2009, afin de préserver la paix et la sécurité entre leurs populations riveraines de la frontière. Évoquant la protection et l'exploitation du parc W Darli et de la Pendiari, les deux chefs d'État ont convenu d'une part de la nécessité de réduire les activités humaines préjudiciables à son intégrité et d'autre part d'intensifier leurs efforts en vue de faire de ces espaces agroécologiques un pôle d'attraction écotouristique d'envergure. Patrice Talon a invité Roch-Marc Christian Kaboré pour une visite officielle dans son pays, une invitation accepté par le président du Faso. Patrice Talon, qui s'est également exprimé sur la question du CFA, qui suscite des gorges chaudes en Afrique de l'Ouest francophone. Pour lui, la monnaie commune se porte bien et qu'il y a nécessité de communiquer vis-à-vis des populations de la zone franc. On écoute Patrice Talon.
c'est devenu un débat philosophique, dans le sens qu'il faut nous donner les réponses appropriées pour apaiser tout le monde, parce que la monnaie a un aspect technique dans les appréciations, mais également un aspect émotionnel. Donc, il est évident que depuis que quelques personnes parlent du CFA, cela a été amplifié par les uns et les autres et c'est devenu aujourd'hui une affaire CFA. Mais nos monnaie se passe très bien. Nous n'avons pas de problème d'échange, de la couverture de nos échanges sur le plan international. Mais nous comprenons qu'il y a lieu de donner une réponse forte à la communauté internationale, à nos concitoyens, sur d'abord la santé du CFA, sur le chemin parcouru par le CFA, sur l'avenir du CFA. Dans tous les cas, c'est une monnaie, la monnaie est dynamique en général. Donc il n'y a pas de situation figée éternellement. Ça veut dire que si demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 100 ans, il y a lieu de revisiter les conditions d'existence d'une monnaie, cela se fait normalement, sans que cela donne lieu à une psychose. Et avant de reprendre son avion pour le Bénin, Patrice Talon, élevé à la dignité de Grande Croix de l'Ordre national. Le président béninois a reçu sa décoration du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Une distinction que le président béninois reçoit avec beaucoup de gratitude, dira-t-il, à la cérémonie. Compte rendu avec Fabrice Nebier et Draman Guéné. Un accueil chaleureux accordé au président Patrice Talon, ici à la salle polyvalente de la présidence du Faso. Le président béninois est l'invité de marque au dîner du président du Faso. Mais avant, la reconnaissance de toute la nation burkinabé au peuple frère du Bénin à travers cette distinction. La dignité de Grande Croix de l'Ordre national au président Patrice Talon. Merci pour cette décoration que je vais recevoir moi-même, le gouvernement de l'Atlantique, le peuple de l'Atlantique. Je suis particulièrement honoré, pour moi et pour mon pays, de recevoir cette distinction. C'est une cérémonie pour magnifier la coopération et les bonnes relations qui existent entre le Burkina et le Bénin. Une occasion pour les deux présidents de parler de la commission mixte de coopération qui existait entre les deux pays et dont la 3e et dernière édition remonte à 2005. Les relations entre nos deux pays sont anciennes, fortes et exemplaires. De solides bases ont déjà été posées par les sessions des travaux de la commission mixte de coopération entre nos deux pays. Les travaux de la 4e session prévue à Cotonou sera une nouvelle occasion pour placer notre partenariat stratégique à la hauteur de nos ambitions communes. Nous devons à cet égard veiller à prendre dûment en compte les aspirations profondes de nos peuples, celles de nos diasporas respectives, qui également vivent en parfaite harmonie avec leurs frères et sœurs du pays d'accueil. Je voudrais vous dire merci pour l'hospitalité dont jouit les Béninois vivant au Burkina. Je viens de recevoir il y a quelques heures la communauté béninoise, représentée par une cinquantaine de personnes. J'ai été ému par le témoignage qu'ils m'ont fait de ce qu'ils vivent au Burkina, ce que je n'ai jamais entendu nulle part. Les deux chefs d'État ont aussi abordé les questions de l'intégration sous-régionale, du terrorisme et de la sécurité. Sur ce plan, Patrice Talon dit épouser l'esprit du G5 Sahel et s'engage personnellement pour la paix dans la sous-région. Un mode politique dans ce journal, les militants de base de l'UPC dénoncent à leur tour la démission des 13 députés du groupe parlementaire UPC à l'Assemblée nationale. Pour les militants considèrent cette démission comme une trahison et estiment que les démissionnaires ont renié leur mandat et devront en supporter les conséquences. Explication, Jean-Eudes Bayala et Nyarkiteda. Les militants de base de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, sont révoltés contre les députés démissionnaires. Pour les conférenciers, les 13 députés ont vendu le suffrage du peuple en démissionnant pour former un autre groupe parlementaire. Ils ont alors renié leur mandat et doivent tirer les conséquences de leur acte. C'est pourquoi, disent-ils, la sanction sera sans appel. Nous, militants à la base, nous ne voulons plus de négociations. C'est terminé. Voici
pourquoi nous avons convenu des stratégies non exhaustives suivantes pour récupérer nos mandats. Premièrement, une demande de marche pacifique à l'Assemblée nationale le jeudi 12 octobre prochain, dès 7 heures, a été déposée afin de livrer un message au président de l'Assemblée nationale. Deuxièmement, le même jour, devant les hauts commissariats des provinces concernées, il y aura des remises de lettres des militants des dites localités. Troisièmement, d'autres manifestations auront lieu dans les secteurs et arrondissements de Ouagadougou, ainsi que dans les autres villes concernées. Quatrièmement, les visites inopinées aux députés traîtres vont s'intensifier afin de leur dire pacifiquement notre détermination à récupérer nos mandats. Cinquièmement, d'autres actions attendent au frigo. Elles dépendront du comportement du président de l'Assemblée nationale et de celui des députés qui ont trahi le peuple électeur. Pour l'atteinte de leur objectif, ils comptent sur la mobilisation des militants et sympathisants du parti ainsi que du peuple burkinabé tout entier pour dire non à l'assassinat de l'opposition et débarrasser de l'hémicycle les traîtres selon leur propre expression. Aider les pays africains à s'adapter aux effets des changements climatiques et réduire les effets de gaz, les effets d'émissions de gaz à effet de serre, le biodigesteur pourrait être une solution. Seulement, la technologie est peu connue dans nos pays. Une conférence internationale se tient depuis ce matin à Ouagadougou pour vulgariser le biodigesteur. Des pays comme notamment la Tanzanie et le Burkina Faso l'ont déjà adopté, mais avec quels résultats? Ouagadougou sera donc un rendez-vous de partage d'expérience. Ali Doubadini, Zalissa Sanfo. Le Burkina Faso partage ici son expérience sur la technologie du biodigesteur avec des experts de la sous-région. Comment transformer des déjections animales en biogaz? Comment il fonctionne? Quel espoir suscite-t-il? Pendant 3 jours, le pays des hommes intègres va livrer un cours sur une expérience acquise il y a près d'une dizaine d'années. C'est une conférence internationale sur le biodigesteur. L'objectif global de la conférence est de parvenir, sur la base de l'expérience du Burkina Faso, à un consensus par lequel les États et les organisations interafricaines et internationales participants s'engagent à soutenir la mise en œuvre de programmes nationaux de dissémination de la technologie du biodigesteur. Les effets des changements climatiques sont transversaux. Alors le continent africain, grand pollueur ou pas, doit s'y faire. C'est pourquoi le Burkina Faso mobilise l'ensemble des acteurs autour d'un idéal commun, les énergies renouvelables pour plus de résilience des populations face aux effets des changements climatiques. Les résultats de ces travaux permettront de créer les conditions favorables à l'accélération du développement du marché de la technologie du biodigesteur en Afrique de l'Ouest. Ils permettront aussi de jeter les bases de la coopération et de la coordination entre nos États et les institutions sous-régionales et internationales à l'échelle de la sous-région ouest africaine. Aujourd'hui, ce sont environ 10 000 biodigesteurs qui sont implantés sur le territoire national. Et le Burkina Faso s'engage à atteindre la barre des 40 000 d'ici à 2020. Les énergies propres et le bio constituent aujourd'hui des alternatives pour la protection de l'environnement, ce qui n'est pas mauvais pour la santé. Il y a donc des avantages à consommer bio. Et la certification bio nous assure que les produits que nous consommons respectent les normes de protection sans engrais chimiques. Le Conseil national de l'agriculture biologique s'occupe au Burkina de cette certification et ce lundi, il a reconnu le mérite des producteurs investis dans le domaine. Nongba Kouda, Kadisanogo. Ces produits qui sont exposés ici ne sont pas comme les autres. Ce sont des produits bio. Honorine Tapsoba et les autres lauréats reçoivent ici leur certificat de reconnaissance. Ils font partie des opérateurs les plus méritants qui ont respecté les exigences de la norme de production biologique. Moi, je crois au bio, bien sûr pour la protection de la santé de l'homme et pour la protection de l'environnement. C'est pourquoi je suis contente aujourd'hui qu'on reconnaisse les efforts que nous faisons dans ce sens-là, qu'on nous encourage dans ce sens-là. Et avec ça, ça nous donne encore plus de force d'avancer. C'est aussi une occasion
pour le Conseil national de l'agriculture biologique de faire le bilan de la phase 2 de la campagne 2016-2017 du test label bio du système participatif de garantie. On est très content de ce bilan. On a des lauréats cette année, ils sont au nombre d'une quinzaine. On est très content parce qu'on est d'avis et on est convaincu que c'est le seul chemin à suivre pour une sécurité alimentaire saine et dans la durée. Le Larné Naba Tigré, qui s'illustre également dans le combat de l'agriculture biologique, est venu partager son expérience. Nous devons quitter le slogan bio mode ou modèle vraiment mondain pour arriver vraiment au bio comme une culture de vie, comme une vie normale et naturelle. Le Conseil national de l'agriculture biologique a vu le jour en 2011. L'une de ses missions, promouvoir l'agriculture biologique au Burkina Faso. Dans l'actualité ce soir, la dengue est de retour au Burkina, c'est peu le dire. Les formations sanitaires de la ville de Ouagadougou, par exemple, reçoivent quotidiennement de nombreux malades de la dengue. La situation est jugée inquiétante pour certains observateurs. Le constat avec Roger Bembamba et Zoubaviel David Abiré. C'est la résurgence de la dengue au Burkina Faso. Entre les mois de septembre et d'octobre, plus d'1 millier de cas sont diagnostiqués au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo et l'hôpital de district de Bogodougou. Actuellement, nous recevons des cas qui viennent aussi bien de Koudougou que de Dédougou et de Yapo. Donc, les villes périphériques arrivent à faire le diagnostic et à nous référer des cas. On peut parler d'épidémie de parce que l'épidémie, par définition, c'est lorsqu'on a un grand nombre de cas sur un temps donné. C'est ce qui se passe actuellement. La situation est donc préoccupante et a déjà occasionné quelques décès dus à des complications selon le docteur Dindjeri. Il y a eu 3 cas de décès, malheureusement, dus à la dengue, dont un cas ici et puis 2 cas dans le service de néphrologie. Les cas de décès sont essentiellement en rapport avec les complications de la dengue. Ces complications, selon le spécialiste, ne sont pas prises en compte dans le dispositif mis en place par le gouvernement. Du reste, le nombre élevé de consultations épuise les stocks des tests de diagnostic rapide, comme c'est le cas ici à l'hôpital de district de Bogodougou. Face à l'ampleur du fléau et à la modestie des moyens de lutte, la prévention apparaît donc comme l'arme la plus efficace pour endiguer aujourd'hui la maladie. Il est important de pouvoir éliminer les gîtes larvaires qui sont à domicile, premièrement. Deuxièmement, utiliser si possible des repulsifs sur la peau pour éviter que les moustiques ne piquent. Voilà. Troisièmement, même s'ils piquent le jour, c'est important quand même de dormir sous moustiquaire parce qu'à côté de la dengue, nous avons le paludisme et on a environ 30 à 40% des patients hospitalisés ici qui présentent concomitamment un paludisme et une dengue de l'autre côté. Et selon l'infectiologue, au regard des formes insidieuses de la maladie, les populations sont invitées à aller à la consultation dès l'apparition de la fièvre et des maux de tête. Et pour aller plus loin sur ce sujet, le directeur de la lutte contre la maladie au ministère de la Santé est avec nous. Dr Brice Bikaba, bonsoir. Bonsoir, M. Kindo. Merci de venir répondre à nos questions. Est-ce qu'à ce jour, vous pouvez nous faire le point de la maladie sur le territoire burkinabé? Merci de nous donner l'opportunité de parler de ce sujet qui est préoccupant au niveau national, la situation épidémiologique de la dengue. Il faut dire qu'en 2016, nous avons tous noté que le pays a été frappé par une épidémie de dengue. Et depuis lors, nous avons tiré les leçons de cette épidémie et nous avons mis en place un système de surveillance épidémiologique. Si bien que depuis le début de l'année, nous avons pu observer comment se comportait l'évolution de la courbe épidémiologique. Et depuis 5 à 6 semaines, nous avons noté que cette courbe avait tendance à une hausse, donc depuis le mois d'août, ce qui nous a permis donc d'alerter les autorités, de soumettre des propositions. Et comme vous l'avez vu au cours du Conseil des ministres donc, du 27 septembre passé, nous a donné mandat donc, de mobiliser donc, les partenaires pour des actions contre cette épidémie. Effectivement, nous sommes en situation épidémique et cette épidémie est beaucoup plus centrée donc, dans la ville de Ouagadougou, dans la région du centre, où nous avons plus de 85% des cas de l'ensemble du pays qui proviennent de cette région.
Oui, et cette année, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour parer à la situation? Est-ce que vos services de santé ne risquent pas d'être débordés? Il faut dire que, comme on le dit, une épidémie, le plus important dans une épidémie, c'est de toujours trouver les moyens de riposte contre cette épidémie. Nous avons donc une documentation en rapport avec l'épidémie de dengue et nous avons préparé un certain nombre d'actions pour préparer une éventuelle épidémie, compte tenu du fait que l'épidémie de 2016 avait eu une grande ampleur. Et quand on sait donc la transmission transvarienne donc de cette maladie, on s'attendait à ce que cette année également, nous puissions être en mesure d'être confrontés à une autre épidémie. Donc les dispositions ont été prises pour donc faire face à cette épidémie. Et vous aurez constaté que depuis 3 mois, nous avons commencé à intensifier les mesures de communication pour informer la population sur les mesures de prévention contre cette maladie. Nous avons pu prépositionner également au niveau des formations sanitaires un certain nombre de médicaments pour la prise en charge des cas graves. Ce qui fait que dans l'ensemble des régions, les médicaments donc, sont prépositionnés, dans la limite bien sûr de la mesure de nos possibilités. Nous avons pu prépositionner également les tests de diagnostic rapide que nous avons acquis, qui certes sont insuffisants, mais qui nous avons donné comme directive de les administrer gratuitement. Et nous attendons encore donc, bientôt un arrivage encore de tests de diagnostic rapide, mais nous demandons à ce que effectivement les directives puissent être suivis. Sinon, même si nous en payons 100 000 à 200 000, ces tests ne seront pas donc suffisants. Le test n'est pas un test de dépistage, mais on doit suivre donc les directives d'administration de ce test-là. Donc il faut, devant les signes, notamment la fièvre, et des symptômes tels que donc les maux de tête, les douleurs articulaires, les douleurs musculaires, les vomissements, il faut aller consulter. Et devant ces signes, donc, on peut être amené donc, à vous prescrire effectivement ce test-là. Et éviter l'automédication. Éviter surtout l'automédication qui peut donc avoir tendance à entraîner des complications telles que les hémorragies et d'autres complications telles que les insuffisances rénales. Et est-ce que dans les centres de santé, les infirmiers disposent par exemple de protocoles de traitement comme c'est le cas avec le palu? Oui, nous avons mis à leur disposition des centres de santé des directives de prise en charge. Mais mieux, nous avons pu élaborer cette année donc, un guide de diagnostic de traitement de la dengue que nous avons reproduit et qui sera bientôt disponible dans toutes les formations sanitaires. Et au cours de l'année en 2016-2017, début 2017, nous avons pu orienter tous les prestataires sur donc, la dengue, si bien qu'aujourd'hui, la dengue n'est pas quelque chose d'étranger au niveau donc, des prestataires. Les prestataires sont beaucoup plus formés pour pouvoir donc prendre en charge de manière correcte les cas de dengue. Ce qui est préoccupant, c'est les cas qui sont compliqués. Et nous allons travailler de concert, bien sûr, avec les cliniciens, de telle sorte à ce que les cas compliqués puissent être pris en charge de manière adéquate et éviter donc les cas de décès. Parce que comme vous l'avez vu, c'est vrai que nous n'avons pas notifié les cas de décès, la létalité est inférieure à 1%, mais comme on le dit, un décès, c'est toujours un décès de trop. Donc à notre niveau, c'est de travailler à ce que les cas de décès, nous puissions donc les réduire au maximum afin donc que la plupart des cas donc, puissent connaître une bonne évolution. Et vous savez que la dengue, dans plus de 80% des cas, c'est une maladie bénigne. Et le plus important ici, c'est de pouvoir savoir quelles sont les mesures préventives, qu'est-ce qu'il faut faire. Et comme l'infectiologue le disait tout à l'heure, il y a des mesures de prévention individuelles qui consistent à éviter que le moustique ne nous pique au cours de la journée, en portant donc des habits à longue manche, en mettant également des répulsifs et les mesures de protection collective qui vont concerner l'ensemble de la communauté. Et nous lançons un appel bien sûr à la communauté. Dans les jours prochains, en collaboration donc avec la commune de Ouagadougou, nous allons lancer des opérations dans la ville pour essayer donc d'assainir les différents quartiers. Et nous lançons un appel à ce que donc la population puisse se joindre aux différents volontaires qui seront sur le terrain pour que nous puissions ensemble faire reculer cette maladie. Merci, on termine par ces bons réflexes. Merci à vous d'être venu pour nous donner tous ces éclairages. Merci. La suite de ce journal, le régiment inter-armes de Faran Gourmand a un nouveau chef. C'est le colonel Adama Ouedraogo qui a reçu ses attributs de chef ce jeudi. Le compte rendu de la cérémonie avec Chantal Ouedraogo sur place à Fada. Un cérémonial militaire ici au 34e régiment inter-armes RIA qui marque la prise de fonction du nouveau chef de corps, le colonel Adama Ouedraogo. Revue de troupes et parades militaires ont aussi marqué cet instant de passation de commandement.
les anciens qui sont passés avant moi. Ils ont posé les jalons pour le développement du port. Et c'est mon devoir de m'appuyer sur ces jalons-là pour apporter ma petite contribution afin que puisse marcher le travail et aussi que nous puissions exécuter les missions qui seront confiées par l'échelon supérieur. Par ailleurs, le colonel promet mobiliser l'élite jeune du RIA pour faire face de manière efficace à la menace sécuritaire. Je vais m'appuyer surtout sur la jeune classe. Vous savez, ce sont des jeunes qui sont aux avant lorsqu'il s'agit des attaques et autres. Il faut mettre un accent particulier pour ces jeunes-là, les sensibiliser, les faire comprendre qu'ils vivent une situation assez particulière pour le pays et qu'ils doivent faire des efforts pour donner le meilleur d'eux. Titulaire d'un diplôme de commandement de peloton blindé à l'école militaire d'Odessa en Ukraine et d'un diplôme de traducteur de la langue russe, Adama Ouedraogo a aussi occupé plusieurs fonctions militaires et participé à des opérations au Niger, au Libéria, au Darfour et dernièrement auprès de la force Barkhane en N'Djamena. Autre actualité dans ce journal, la loi du travail au Burkina comporte des insuffisances que le législateur souhaite améliorer. Des insuffisances relevées à travers les contrats de travail à durée déterminée, le temps d'allaitement insuffisant ou encore les règlements concernant les licenciements abusifs. Un nouveau code plus réaliste et plus adapté est attendu. Kadissa Nouveau. Consacrer un nouveau code du travail qui prenne en compte les différentes préoccupations des acteurs du monde du travail au Burkina, c'est l'objectif qui réunit ces acteurs du monde du travail. Et à cet atelier, ils vont réviser la loi 028 du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina. Le code du travail, il se trouve qu'après son adoption en 2008 et à l'épreuve du temps, un certain nombre de choses ont été relevées, de dysfonctionnements, d'insuffisances, de failles ont été relevées par les différents partenaires sociaux et par les praticiens du droit du travail. Il était donc tout à fait normal que l'on s'avance vers une réforme de cet instrument juridique. La révision du Code du travail a suivi un long processus entamé depuis 2015. Les acteurs saluent donc l'aboutissement de ce projet. C'est de faire en sorte à ce que les travers qu'on constate dans cette loi ne soient plus de jour. Je rappelle tout simplement à 4, il y a le fait que le contrat à durée déterminée est renouvelé une fois dans notre pays. Deuxièmement, il y a la limitation également, ou le fait qu'on ait réduit le temps d'allaitement des enfants quand la maman est dans une période de maternité. Le troisième élément, c'est la question de liberté syndicale. Et quatrièmement, il y a le fait que quand un travailleur est abusivement licencié, cette loi de 2008 dispose que même si vous avez raison à la justice, vos dommages et intérêts ne peuvent pas excéder 18 mois. Pendant 5 jours, acteurs nationaux et partenaires techniques et financiers vont ensemble créer un code du travail qui résistera au temps et à la critique dans notre pays. La Sonature va bientôt organiser des ventes de parcelles sur son site de Sissin dans la capitale burkinabé. Quelles sont les conditions de candidature? Les réponses avec Estelle Assogba. Autrefois affecté à la SECNA et aujourd'hui rétrocédé à la Sonature, Société nationale d'aménagement des terrains urbains, le site aménagé de Sissin, longeant le boulevard de l'Insurrection, est en vente. C'est l'information phare livrée à la presse par le directeur général de la Sonature. Sur les 10 sites, la société envisage bâtir un pôle qui reflète la dynamique économique voulue par le gouvernement. Il a une superficie de 8 hectares et est composé de 3 lots à usage d'habitation, 2 lots destinés à construire des centres commerciaux et 6 lots à usage de commerce et de services. Cette vision que nous avons de ce site oriente l'option qui a été prise pour la vente que nous allons réaliser cette année sur ce site, outre le fait que nous avons essayé de tirer des leçons des expériences passées. Sont mises en vente seulement les parcelles à usage de commerce et de services. Il n'y a pas de parcelles d'habitation mise en vente. La Sonature elle-même va développer sur les lots à usage d'habitation un projet immobilier qui va consister à la construction de logements collectifs et seront mises en vente dès que ces immeubles seront érigés, seront mis en vente donc les appartements. La société procédera à une vente par lot de parcelles
et peuvent souscrire pour un ou plusieurs lots des personnes physiques ou morales ayant un projet à réaliser. On demande également à tous souscripteurs de justifier d'une capacité financière qui peut couvrir 60% du coût de son projet. Une caution minimale de 25% du coût de la parcelle est également demandée. Mais c'est important de signaler que le versement d'une caution plus élevée que les 25% sera un critère déterminant pour nous pour l'attribution de la parcelle. La réception des dossiers est prévue du 9 au 30 octobre prochain à la Sonature. Et puis à l'étranger, au Libéria, qui succédera à Ellen Johnson Sirleaf, première femme à présider aux destinées d'un État africain depuis les indépendances. Sur la vingtaine de candidats, on compte des favoris comme l'ancienne gloire du football, George Weah, ou encore Joseph Boakai. Plus de 2 millions de Libériens votent aujourd'hui pour désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique. Ce scrutin très ouvert doit enraciner la démocratie dans ce pays encore meurtri par une longue guerre civile. Ce sera le second président élu seulement depuis plus de 70 ans. Ellen Johnson Sirleaf, qui ne peut se représenter une troisième fois, a appelé le peuple à voter. Souvenez-vous que vous détenez le pouvoir, dit-elle. Vous avez l'avenir de ce pays entre vos mains. Votre voix n'appartient qu'à vous. Ce n'est pas celle d'un parti, d'une ethnie, d'une religion ou d'une tribu. Les Libériens doivent aussi renouveler les 73 sièges de la Chambre des représentants. 5000 membres des forces de sécurité ont été déployés pour que tout se déroule sans accroc pendant les scrutins. C'est un test pour les forces libériennes qui sont en charge de la sécurité depuis 2016. Les autorités précisent qu'aucun policier ou soldat ne sera impliqué dans l'ouverture des urnes électorales, dans le dépouillement. Tous les officiers sont avertis, explique Sam Collins. 20 candidats sont en lice. Parmi les favoris figurent le sénateur George Weah, légende du football africain, ou le vice-président Joseph Boakai. Et pour être complet sur ce sujet, les bureaux de vote ont fermé avec une forte participation des Libériens et on ne signale aucun incident. Les résultats sont attendus dans quelques jours. Et en bref, au Kenya, Raila Odinga jette l'éponge. Le candidat à l'élection présidentielle kenyane a annoncé ce mardi son retrait de la course, tenant compte des intérêts du peuple du Kenya, de la région, du monde. Nous pensons que l'intérêt de tout sera mieux servi par l'abandon de la candidature, a-t-il expliqué. Sa déclaration surprise laisse seul en lice le président sortant Uhuru Kenyatta pour le scrutin du 26 octobre prochain. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Abdourahmane Zongo. Le duel entre pro et anti-sécessionnistes à l'UPC se poursuit et à son tour, le principal incriminé des frondeurs, et pour ne pas le nommer, Zéphirin Diabré brise l'omerta, sort de son silence et botte en touche, publie l'Obs, les arguments des 13 démissionnaires. Mieux, il leur rappelle que la porte est encore ouverte et d'où le titre assez imagé de notre confrère, Zéph tend la main à Semboro et à ses 12 apôtres. Entendront-ils raison pour saisir la perche tendue et revenir dans les rangs de l'UPC, s'interroge longuement le journal Le Pays. Où iront-ils remettre leur mandat? Ou encore, tiendront-ils toujours mordicus au bicéphalisme à l'UPC avec 2 groupes parlementaires dont le second d'ailleurs est non reconnu par Zéph? En attendant, Zéph se dit dans les colonnes d'Aujourd'hui au Faso, victime d'une manœuvre électoraliste du pouvoir en place. Il s'agit, clame-t-il à la une du journal Citoyen, d'un complot en gestation depuis 2016 et, ajoute-t-il, ourdi par le MPP dans les colonnes d'Aujourd'hui au Faso. Le MPP renchérit Zéph chez notre confrère du journal L'Express du Faso, veut débaucher de nouveaux soutiens, affaiblir l'UPC pour mieux rafler les élections à venir. Tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.